Alors bonjour à tous et à tous. Donc pour ce premier rendez-vous, nous allons parler de la surveillance de masse. Pourquoi l'expression « je n'ai rien à cacher » n'est pas une raison pour accepter la surveillance de masse? Bonjour, je suis Jean-Noël Montagnier. Je suis un des cofondateurs du Nice Lab, qui est le hackerspace de Nice. Donc c'est en quelque sorte un lieu, un tiers-lieu, dans lequel des gens peuvent venir pour faire de la recherche scientifique citoyenne, c'est-à-dire totalement libre de toute entité de contrôle. Moi, je suis Arnaud. Mon métier, c'est les réseaux sociaux. Donc, j'enseigne. J'écris des stratégies social médias. Je travaille dans des écoles. Je travaille pour l'université de Nice. Je fais de la culture digitale. Donc, c'est de façon très, très large. Ça va jusqu'au robot, au transhumanisme, à l'intelligence artificielle. Alors, je n'ai rien à cacher. Effectivement, beaucoup de gens répondent ça lorsqu'on leur parle de vie privée et d'Internet. En fait, tout le monde a plein de choses à cacher. On a à cacher qu'on conduit très mal, on a à cacher nos partenaires sexuels, nos orientations politiques, on a à cacher la façon dont on se comporte dans la société. Les gens qui disent « je n'ai rien à cacher », il faut leur demander si on pourrait aller chez eux, fouiller dans leurs poubelles, reconstituer tous les papiers qu'ils ont déchirés. Les réseaux sociaux font ça, c'est-à-dire que notre vie est ouverte, elle est découpée en 1000 morceaux, elle est observée. Nos smartphones sont pleins de capteurs qui prennent plein d'informations sur notre physiologie. On vous géolocalise, on sait comment vous marchez, on sait à quelle vitesse vous tapez. Donc ça donne des informations sur votre niveau de fatigue, sur votre niveau de stress, qui permettront de placer la bonne publicité au bon moment. On pose une question qui est dans un paradigme du XXe siècle et qu'on essaie d'apporter une réponse à cette question en oubliant que le paradigme a changé complètement. Le numérique, ça nous change notre vie. Le numérique, c'est une révolution digitale qui est au moins aussi grosse que l'invention du moteur à explosion. Il y a surtout à rappeler toujours que la responsabilité personnelle, ça a toujours existé et ça existe aujourd'hui encore plus qu'avant. Alors effectivement, ce que monsieur dit très justement, c'est qu'on dépose des datas tout le temps, mais de façon parfois sans s'en rendre compte. Data, j'aimerais, si vous aviez une petite explication. Les données numériques, c'est aussi bien le texte que vous écrivez ou que vous parlez, enfin votre voix, le contenu textuel, que l'image filmée ou photographique, que les signaux qui viennent de vos ordinateurs, smartphones ou tablettes. Tout ça, ce sont des données. Il y a donc effectivement deux sortes de données, celles que vous donnez volontairement et celles qui sont récupérées par des appareils, par exemple. Et dans celles que vous donnez volontairement, il y a un manque clair d'informations dans le public. Vous êtes sur Facebook, vous êtes dans une soirée, une personne vous prend en photo, l'ordinateur, enfin l'intelligence artificielle qui est rattachée à Facebook vous reconnaît. Il sait reconnaître les traits de votre visage. Il l'a vu un certain nombre de fois, donc il vous reconnaît. Il va proposer à la personne de vous taguer sur cette photo. Et c'est ça, en fait, qu'on donne volontairement, parce qu'on accepte le tag. Ils vous ont déjà géolocalisé sur tout votre parcours. C'est-à-dire on sait que sur une table de réunion, il y a telle personne qui est assise là, telle autre à côté, telle autre là et telle autre là. Les gens qui s'y intéressent un peu ont un bon aperçu des technologies de surveillance et de à quel point elles peuvent prendre des bouts de notre vie privée pour les monétiser. Mais le grand public n'en a pas encore du tout conscience. Qui connaît les accords entre Facebook et la sécurité sociale 2013 ? Facebook dénonce les gens qui font des fraudes à la sécurité sociale. Donc, c'est un acte de police. Même si tout est connu, tout est documenté sur Internet, sur un tas de sites, ces données qu'on fait sur nous actuellement, elles peuvent très bien servir dans les années qui viennent, avec la baisse de la démocratie, enfin de ce qu'on appelle démocratie, elles peuvent très bien servir contre nous. J'insiste vraiment sur le fait que c'est un phénomène sur lequel on ne reviendra pas. Si c'est un phénomène sur lequel on ne reviendra pas, c'est monsieur qui a raison, au sens où il faut absolument, de façon très précise, très tôt, enseigner toutes ces choses-là pour que les générations futures soient bien conscientes de tous ces phénomènes. Je ne pense pas qu'on limitera, on ira interdire à des gens de poser ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux parce qu'ils se sentiront plus mis en danger parce qu'on leur dira « il ne faut pas que tu fasses ça ». On n'est pas dans une société où les gens acceptent facilement qu'on leur dise ce qu'ils ne doivent pas faire. Par contre, je pense qu'on leur a donné un outil avant de leur donner l'information. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on ne me demande pas mon avis. Enfin, à un moment donné, il y a eu un débat sur les capteurs là, dans les iPhones, etc. On ne peut pas proposer une alternative. Quand vous avez signé un compte chez Google ou chez Facebook, il y a 50 pages. Et dans ces 50 pages, il est écrit clairement
que Google et Facebook ont accès à tous les capteurs de vos machines et qu'ils ont tous les droits. En gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ont tous les droits. Je rappelle que Google et Facebook ne sont pas un moteur de recherche et un réseau social. Google et Facebook sont des régies publicitaires. Ils veulent juste vos données. Donc, ils trouveront toutes les stratégies possibles pour piquer vos données. Si on a des choses des capteurs, ce genre de choses dans les téléphones portables, dans l'avenir, on va aussi avoir des vies sauvées par rapport à ça. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir conscience que c'est a priori pas, même si monsieur pensera peut-être différemment, c'est a priori pas malsain, ou en tout cas ça ne part pas d'une mauvaise intention, qu'un fabricant mette par exemple dans un téléphone portable quelque chose qui va savoir avant vous que vous êtes en train de faire un AVC. Ce sont des gros mastodontes, effectivement, qui détiennent beaucoup d'informations sur nos vies privées, et on a l'impression que les GAFA sont au-dessus des lois. Il faut savoir que ces entreprises changent de stratégie à peu près tout le temps. Or, le temps législatif, lui, c'est un temps long. Les changements sont constants dans Facebook. Ils sont constants aussi parce qu'ils désarçonnent l'utilisateur, et c'est-à-dire qu'ils lui font perdre son sens critique. Ils disent quel est ce nouveau truc, et donc ça leur permet d'acquérir beaucoup plus de données. Identifier quelqu'un par son image, ou mieux encore, identifier ce qu'il fait sur une vidéo, ça n'a toujours pas été mis en termes juridiques dans une législation nationale. Donc c'est des pouvoirs absolument gigantesques. On est face à un phénomène qu'on n'a jamais connu. C'est le phénomène de l'internationalisme du net, tout simplement, qui fait qu'effectivement, c'est les êtres humains, leur propre éthique, et le fait qu'on est capable ou pas de nous mettre ensemble. Parce que là, pour l'instant, on parle du net, on parle de ce genre de choses, on reste dans quelque chose d'extrêmement technique et qui, effectivement, nous impacte plus ou moins, selon notre degré de conscience. Demain, le même phénomène se fera par rapport à l'intelligence artificielle et au transhumanisme. C'est des phénomènes où les sociétés ont une extrême agilité à changer de pays et qu'on est absolument incapable, même à deux pays, de choisir ensemble une première sorte de forme de réponse. Le cyberespace a été construit pour ne pas être contrôlé par des nations ou quoi que ce soit. Quand vous mettez un lien sur Facebook, ce soir, vous rentrez à la maison, vous cliquez dessus, et quand ça remet l'adresse URL, le lien, plus ça rajoute un nouveau truc qui s'appelle le Facebook ID, qui est au bout, qui est un numéro qui vous permet de vous identifier. Donc il y a un contournement des freins qui ont été créés là d'un point de vue européen, de la RGPD, et est-ce que ça ne sera pas toujours comme ça ? La Chine essaye bien de le faire. Donc on a un Internet en Chine qui est coupé beaucoup des grands services que nous utilisons ici. Donc certains pays arrivent à faire des barrières, mais effectivement le pouvoir des GAFAM, c'est d'arriver à réagir très très vite et de contourner toutes les législations par des astuces techniques. Bonsoir, donc moi c'est Quentin, et donc je vais vous parler des GAFAM. Donc ce sont 5 entreprises américaines, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qu'on appelle aussi les géants du numérique, parce que ces 5 entreprises dominent à elles seules le marché d'Internet. Donc maintenant qu'on sait que les GAFAM participent à cette surveillance, il faut qu'on essaie de comprendre finalement comment elles font concrètement. Donc pour commencer, il faut savoir que les GAFAM, pour gagner de l'argent, elles récupèrent des données. Donc comment elles font pour récupérer ces fameuses données ? Donc leurs applications développées, elles sont gratuites. Et en contrepartie, l'utilisateur, donc il livre ces données, son activité est surveillée, et les GAFAM ensuite, une fois qu'elles les ont récupérées, peuvent revendre ces données. Et c'est à ce moment-là qu'elles se font de l'argent. Les GAFAM rachètent d'autres applications pour étendre leur influence et pour en plus éviter l'émergence d'alternatives. Donc on a l'exemple de Facebook qui a été accusé d'avoir influencé l'élection américaine en 2016. Donc là on voit le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui en avril dernier a été convoqué devant le Sénat américain pour s'expliquer. Google filtre ta pensée, Apple sait où est ta mère par rapport à la localisation, Facebook contrôle ce que tu peux lire, Amazon sait quel cadeau tu auras, et Microsoft formate tes enfants parce que par exemple tous leurs logiciels sont utilisés dans l'éducation nationale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est un petit peu mégalo sur nos propres vies ? Alors bien sûr, ils récupèrent des données, ils nous font de la pub pour des baskets, pour des tampons, des machins, très bien, mais bizarrement, jusqu'à présent, ils ne savent pas trop quoi en faire. Vu les chiffres d'affaires qu'ils font, ils savent très bien quoi en faire. Et on parlait de la publicité politique, là, c'est maintenant un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'on peut acheter une élection et en utilisant les réseaux sociaux. Donc ils savent très bien quoi en faire. Macron aussi a fait comme Obama et comme Trump pour se faire élire. Il a utilisé une pépite française qui s'appelle Muller, Liégé et Ponce, qui lui a fourni des informations tout à fait
géolocalisés, des endroits où il fallait dire telle chose et des personnes ou des groupes de personnes auxquels il fallait dire telle chose pour qu'elles basculent en faveur de Macron. Mais tout le monde fait ça. Notre petite vie les intéresse énormément. En Chine, il faut savoir que le réseau numérique est fermé, comme on a pu le dire tout à l'heure, et que donc les GAFA, comme a dit Quentin, ne sont pas disponibles en Chine. Et du coup, la Chine a créé les alter ego des GAFA qui s'appellent Batix, comme l'a dit Arnaud. Donc Baidu, l'équivalent de Google, Alibaba, celui d'Amazon, Tencent et Xiaomi, pour pouvoir mieux contrôler ce que les gens disent et font sur Internet, empêcher en fait toute critique du régime et des actions qui iraient dans ce sens. En Chine, il y a à peu près 170 millions de caméras de surveillance dans les villes. Du coup, on sait que tel citoyen était à tel endroit et a fait telle chose. L'idée, c'est d'associer donc des capteurs externes, alors caméra, microphone, capteurs en tout genre, et l'observation aussi des citoyens de Nice sur les réseaux sociaux. Donc il y a un ensemble qui est pris sur le citoyen par les traces qu'il laisse sur Internet et dans la vie et dans toutes ses interactions avec les réseaux. Et il y a une trace qui est prise dans sa vie quotidienne à l'extérieur au travers des caméras. C'est caractéristique d'un monde où la paranoïa règne. Sachant que le scoring à la banque, ça date bien avant le numérique. Oui. Vous avez une note chez votre banquier. Depuis à peu près 30, 40, 50 ans, ça existe dans toutes les banques. Alors, ce n'était pas aussi développé que ça, mais ça se basait sur votre environnement. Vous étiez le fils de quelqu'un qui a fait 3 fois des fraudes sur le crédit immobilier. Vous aviez beaucoup plus de mal à avoir un crédit immobilier. Le problème de vouloir réglementer peut-être trop tôt, alors je vais faire un peu l'avocat du diable, tu connais mes positions, mais c'est vouloir réglementer trop tôt tout ça. Est-ce qu'on ne va pas créer un vrai problème d'innovation dans notre société ? Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un frein. Je pense qu'effectivement, on reproduit cycliquement, quand il y a des révolutions, ce côté... et on a accéléré ça avec le principe de précaution, par exemple en France, où on bride un certain nombre de choses. Et il y a des gens qui vont commencer à dire, attention, il y a ça qui arrive, mais on sera incapable de réglementer tant que ça ne sera pas vraiment arrivé et qu'on n'aura pas vu les conséquences de ce qui arrive. De plus en plus, le numérique, les reconnaissances faciales, toutes ces technologies-là, elles vont aussi sauver des gens. Vraiment, quels sont les sacrifices de liberté que nous sommes prêts à faire pour des gains de sécurité? Pour moi, je vois ça comme des régressions. Beaucoup des innovations qui sont là, soi-disant pour de la sécurité, sont en fait des régressions. C'est-à-dire qu'elles limitent le mode d'expression, elles limitent la liberté toutes les libertés, individuelles et collectives. Donc il faudrait arriver à redéfinir ce qu'est le progrès dans le cadre du numérique. Le mur technologique, c'est que à 10-15 ans près, les ressources qu'on met actuellement dans ces technologies numériques n'existent plus. Je parle des métaux rares, par exemple, des minéraux rares. Et le mur social, ou politique et social, c'est que la dégradation des conditions démocratiques dans les pays riches, mais un peu partout aussi, fait que ces technologies-là seront forcément associées à un contrôle politique de type sécuritaire. C'est ce qu'on voit arriver à Nice, record de France d'observation de la population. On a eu les premiers algorithmes de détection de passage des gens. Aujourd'hui, certaines données de masse peuvent permettre d'arrêter des épidémies, parce que quand vous dites que vous avez la goutte au nez sur un réseau social, s'il y a un CRM derrière qui repère ça et qu'il multiplie par 1000 personnes sur un secteur donné, qu'ils disent en même temps, la sécurité, la santé de l'ensemble va en être impactée positivement. Et ça, c'est vrai aussi en Afrique. Toutes ces nouvelles technologies vont aussi être capables, par exemple, avec des photographies aériennes, d'impacter les choix agricoles qui sont faits dans des endroits où, pour l'instant, il n'y a pas d'agriculture. Des caméras judicieusement placées avec des intelligences artificielles repèrent les endroits où l'eau est la moins profonde à chercher dans certains pays du monde. Donc effectivement, l'innovation, on peut toujours se dire est-ce que c'est formidable? Les gens qui sont passés du cheval à la voiture, il y en a un certain nombre qui étaient aussi comme ça. Après, il faut voir ça dans la masse. Aujourd'hui, à Chicago, il y a une intelligence artificielle qui dit aux policiers « Cette semaine, tu devrais aller dans ce quartier-là ». Et ils ont commencé à écouter ce qu'elle dit. Et la mortalité, en tout cas les délits globalement constatés, ont commencé à baisser. Montrez-vous
et ça va calmer tout le monde. Et c'est Minority Report, sans le côté un peu... voilà, mais c'est quand même ça. La ressource planétaire, c'est un frein quand même. Parce que là, on voit les catastrophes, l'effondrement des démocraties, mais je crois que c'est parce qu'il y a un problème au niveau des ressources planétaires, du réchauffement climatique et tout ça. Et voilà. Globalement, l'écologie va être impactée négativement par le fait que les ressources que nous consommons à chaque fois qu'on fait un mail, etc., effectivement ont un impact négatif sur la planète. Mais ces technologies-là vont aussi certainement, d'une façon ou d'une autre, permettre de changer peut-être des pratiques pour les gens qui sont un peu limites par rapport à l'écologie. Moi, je crois à la fin du monde dans pas longtemps, mais je crois que l'écologie sera bien impactée par tout ce qui est numérique. Par rapport au changement climatique et à la fin de certaines ressources, il faut avoir un comportement tout à fait différent en matière de consommation. Il faut intégrer désormais certains concepts qu'on n'intégrait pas. Ou l'énergie grise. L'énergie grise, c'est combien d'énergie il a fallu pour le produit que je veux utiliser. Le loca-sourçage, c'est-à-dire où est-ce que mon produit a été intégré. Consommer local, consommer bio, consommer éthique, consommer réparable. La responsabilité personnelle. Et là, je suis d'accord. Moi, je suis un capitaliste forcené. Tout ça, ça me fait pas peur du tout. Mais je suis comme monsieur. Je mange pas de tomates en hiver. Donc c'est effectivement plutôt le rôle de la société d'aider tout le monde. Et là, c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement former des petits, mais il faut former les parents, les grands-parents. Il faut former les maîtres et les maîtresses dans les écoles. Quand je parle d'une révolution numérique, quand je vais voir mes élèves et que je leur apprends le community management, je leur dis « Vous êtes tous l'éditorialiste de votre propre vie. C'est vous qui écrivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce qui va faire que vous trouverez du travail peut-être demain. Quand vous faites ce travail-là et que vous partagez de la fake news, vous vous décrédibilisez. » Et pour éviter ça, quand on est le journaliste de sa propre vie, on redonne, nous, dans les écoles de communication, des cours élémentaires de journalisme. Recoupe une information. Moi, j'ai un problème avec le mot innovation, et je pense qu'il faudrait déjà se réemparer des mots. Le mot innovation a quelque chose de très positif. Déjà de base, quand on dit innovation, ça fait tout de suite progrès, c'est très. On pourrait l'appeler tout autrement et trouver des mots beaucoup plus neutres, parce qu'effectivement, pour moi, ça biaise le débat. Parler innovation, c'est déjà parler d'un futur radieux et magnifique. Or, on peut parler de technique, voilà, ce qui est très neutre, c'est une technique. On le retrouve beaucoup dans la mythologie grecque. Le problème de l'hybris, qui serait un peu l'équivalent de l'orgueil, et cette volonté à tout prix par l'être humain de toujours vouloir tout contrôler et plus. Et grâce à ça, on va pouvoir encore plus savoir et économiser l'énergie et sauver des gens. Sûrement, oui. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter ce fantasme de vouloir tout contrôler, de vouloir tout prévoir, de vouloir tout prévenir. Non, il y a de l'impondérable. La vie est quelque chose qui est extrêmement fluctuant. Et vouloir absolument nous faire croire qu'en mettant des millions de caméras, des capteurs, des choses, on va rendre plus de sécurité, c'est une illusion. Et c'est une illusion très dangereuse. Et pour moi, on y perd clairement. Qu'est-ce qui restera et comment vivront ces vies? Voilà. Alors, pour conclure, est-ce que nos invités peuvent nous mettre un petit mot de la fin, ce qu'il faut retenir de cette émission? C'est très bien d'essayer d'intégrer les populations dans ce genre de réflexion. Et quand je vois ce que fait Ligne 16 ou d'autres collectifs de ce genre qui font de l'information, il faut que de plus en plus de collectifs s'emparent de ces thématiques pour qu'enfin elles pénètrent au cœur de la société. Il ne faut quand même jamais oublier, par rapport à l'innovation, moi je suis un démocrate contre mon gré, d'accord ? Quand on demandera vraiment leur avis aux gens, que vous soyez d'accord ou non, ils voudront consommer. Et notre émission prend fin. Et voilà. Merci beaucoup, c'était très riche. Merci à vous d'être là, merci aux invités d'avoir répondu présent. Merci à Fredo pour la régie et à vous pour le bar. Face à une diffusion internet, donner à voir une véritable image du quartier, devenir le média. Ligne 16.